Donc ce soir, en fait, on va vous parler de punaises de lit, réussir son traitement contre les punaises de lit. Effectivement, c'est un sujet qui reste délicat parce que vous verrez que dans les chiffres, c'est un sujet qui tire vraiment le marché en France. La punaise de lit, on a bouclé une étude Ipsos en 2021. Je vous donnerai les quelques chiffres qui concernent ce fléau de la punaise de lit en France, mais bon, ça dépasse vraiment les frontières. On est en train de collecter quelques chiffres aux États-Unis aussi, donc aucun pays n'est épargné par ce fléau, et notamment cet insecte qu'on a vraiment besoin de redécouvrir dans sa biologie. Donc voilà, globalement, le sommaire que je vous propose qu'on suive ce soir. L'idée, c'est que moi, j'aime bien, comme d'habitude, faire l'entonnoir. L'entonnoir, c'est quoi? Partir de problématiques assez générales, en se focaliser sur la biologie de cet insecte, et puis de voir finalement par quel diagnostic on va faire, comment on va construire les protocoles, et ensuite comment on va intégrer le produit dans la démarche protocolaire. Sachant qu'effectivement, on verra quand Bachir et Renaud prendront la parole qu'on est vraiment, la réussite, elle tient vraiment à ce couple protocole-produit, quoi. Et c'est vrai que l'un sans l'autre, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si le protocole est mauvais, potentiellement vous ferez chou blanc. Et vous pouvez avoir le meilleur protocole du monde, s'il est appliqué sur une surface qui absorbe le produit, potentiellement votre protocole ne tiendra pas la route. Donc c'est là où c'est très intéressant qu'on fasse ce webinaire à plusieurs voix, parce que réellement, sur des insectes aussi délicats que la punaise, le concept de couple protocole-produit, il prend tout son sens. Donc déjà, un premier point sur la réémergence de cet insecte. On verra effectivement comment cet insecte est revenu dans la société française. Quelques éléments de la biologie de la punaise, parce qu'on voit de trop nombreux protocoles qui ne tiennent pas compte de la biologie de cette espèce. Or, quand je vois fleurir des offres de prestations de services en un seul passage, ça revient simplement à méconnaître la biologie de la punaise et à se détacher de cette biologie de la punaise, et donc qui est une réelle cause d'échec. Comment on mène un diagnostic de l'insecte, et de fait, après cette observation de terrain, comment on construit un protocole efficace. Essayer de comprendre également les causes d'échec des traitements. Donc oui, il y a de la résistance, mais vous verrez que c'est de très loin pas la principale cause d'échec de traitement de punaise de lit sur le terrain. Et puis on en viendra à se focaliser sur l'importance du bon produit, de la bonne formulation en lien avec le bon protocole de terrain. Petit point avant que je commence, si vous avez des questions, vous les marquez dans le chat, il n'y a pas de souci. Si on ne sait pas, on vous dira on ne sait pas. Et si effectivement vous avez des questions et qu'on peut y répondre, on y répondra en direct, sachant qu'on se laissera un petit peu de temps à la fin du webinaire si d'entre vous ont des questions pour pouvoir y répondre sans problème. Même chose, du coup, Bachir et Renaud mettront à votre disposition le replay de ce webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à vous adresser à nous pour avoir ces éléments-là. Alors, contexte de réémergence de l'insecte. Cet insecte, on ne le connaissait plus jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Pourquoi ? Il a été chez nous répandu jusqu'aux années 50. La punaise de lit, il y en avait partout. Enfin, il y en avait partout. C'était un insecte qui était fréquent dans la population française et cet insecte a connu un fort déclin dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'à la sortie de la guerre, l'essor de la chimie des années 30 a permis la mise au point d'insecticides puissants, notamment le DDT, et le DTT, c'est également qui est un dérivé de DDT. Globalement des insecticides spectre large qui permettaient d'être ultra polyvalents, quel que soit le protocole dans lequel c'était appliqué, quelles que soient les conditions et les supports sur lesquels on appliquait le produit. L'augmentation des standards sanitaires a également permis une partie de la disparition de cet insecte, parce qu'on s'est habitué à prendre soin de son habitat et à exclure tout ce qui pouvait poser des problèmes dans l'habitat. Et donc la punaise a connu un déclin, notamment à cause de l'augmentation des standards sanitaires à la sortie de la guerre. C'est tout cet effort de santé publique à la sortie de la guerre, puisque c'est l'époque à laquelle je dirais les efforts de santé publique et ont été mis en œuvre dans notre société, en particulier même plus globalement en Europe. Comment réussir contre les punaises? Merci. Ouais, alors c'est le titre du webinaire, donc on y viendra tout à l'heure. Merci. C'est la question qu'on s'est posée aussi avant de faire le webinaire, mais on va tenter d'y répondre quand même, mais ça va quand même 47 slides. Attention, on ne va pas y répondre comme ça. Dans les pays en voie de développement, on s'aperçoit que dès qu'on n'a pas accès à cette chimie plutôt puissante, spectre large, et donc
dès qu'on ne travaille pas sur la démarche globale de santé publique dans le pays, eh bien, on laisse une place importante à cet insecte. Quels les traitements utilisés dans les années 50? Il y a de tout. Alors, je rentrerai pas trop dans le détail, mais dans les années 50, on utilisait du DDT, des organochlorés, des organophosphorés. On est même allé jusqu'à utiliser de l'acide cyanhydrique. Et l'acide cyanhydrique portait le nom commercial Zyklon à l'époque, donc autant vous dire que ouais, c'était des solutions assez puissantes, mais assez puissantes sur tout ce qui était vivant dans la pièce. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, avec nos yeux de 2022, c'est des solutions qui de toute façon ne sont plus acceptables sur le plan environnemental. Dans ces pays en voie de développement, l'incidence, elle reste importante. Pourquoi? Parce que moins d'accès à la chimie, moins de standards sanitaires, parce qu'une politique de santé publique n'est pas aussi établie que dans nos pays, en particulier en France. Vous voyez, des taux d'incidence, 56% des logements contaminés en Tanzanie, Hyderabad en Inde, 65% des logements contaminés. On en vient tout de suite à la source d'infestation de punaises. On s'aperçoit que le voyage va devenir une source d'infestation de punaises. Alors, deux grandes espèces de punaises à l'échelle de la planète, Cimex lectularius, que sont les points rouges qui nous concernent. Vous voyez que ça concerne les États-Unis et puis une grande partie de l'Europe. C'est 7 espèces. C'est 7 espèces qui principalement se disséminent chez nous, mais effectivement, dès qu'on voyage par exemple en Amérique du Sud ou en Afrique, on va pouvoir ramener de l'Hemipterus, donc l'Hemipterus qui est l'autre espèce de punaise d'Elie. Je vous rassure, il y a uniquement au microscope, en observant la tête de ces punaises, qu'on va pouvoir distinguer une espèce et une autre. Avant l'arrivée de ces produits-là dans le marché, on vivait avec, en fait. On vivait avec ces punaises. Et donc c'est vraiment l'avènement de la chimie qui a, comme chez les rongeurs, c'est vraiment l'avènement des anticoagulants qui a permis une régulation massive des rongeurs dans la population, tout comme la régulation massive des blattes ou des punaises d'Elie qui ont été permis par l'avènement de la chimie dans les années 30. Donc Hemipterus, plutôt une punaise du Sud, comme vous pouvez le voir, Amérique du Sud, Afrique et Asie du Sud-Est, qu'on va pouvoir ramener de temps en temps par nos voyages, mais l'implantation réelle de la punaise en Europe, c'est plutôt Cimex lectularius. Donc vous voyez que c'est ces points rouges qu'on peut retrouver à l'échelle de la planète, mais dont l'habitus, l'environnement de vie idéal, constitue plutôt les pays européens. Alors, c'est une explosion. On connaît une explosion à partir des années 2002-2004, et en 2017, on est à 180 000 sites infestés. Ça, c'est des sources de la CS3D, me semble-t-il. 180 000 sites infestés, vous voyez qu'en 2 ans, on double le nombre de sites. En équivalent, vous verrez, j'ai repris quelques stats, en équivalent, on a touché à peu près 7% de la population française en 5 ans. Pour votre grande idée, c'est 1 à 1,2 million de Français touchés par les punaises d'Elie tous les ans. Donc, voilà. Alors, une personne pour nous, c'est un foyer, quoi. Donc, ça fait de 1 à 1,2 million de foyers touchés par les punaises d'Elie tous les ans en France. Et là, on serait sur un plateau assez stable en ce moment, mais on s'aperçoit que le fléau ne fléchit pas. Alors, ce qui est remarquable, c'est que vous avez quand même 30% des gens qui, en étant piqués, ne déclenchent pas de symptômes dermatologiques, donc on ne perçoit rien à la surface de la peau. Donc, c'est des contextes idéaux pour permettre des fortes infestations de punaises parce qu'on ne se rend pas compte de leur présence. Vous avez quand même 70% des gens qui déclenchent des symptômes à la surface de la peau. Le principal impact, c'est un impact psychologique. Ne parlons pas d'impact sanitaire, de vectorisation de maladie, puisque la punaise ne transmet pas de maladie. Elle ne transmet pas de maladie. Alors, on mène des recherches là-dessus, même chez nous, chez Innovation EasyPest, on mène des recherches là-dessus. Il semblerait qu'effectivement, il y ait quelques bactéries qui puissent être transportées par les punaises, mais qui ne puissent pas être vectorisées, au même titre que le paludisme par le moustique, par exemple, ou la maladie de Lyme par la tique, qui sont vrais vecteurs. Un vecteur, c'est quoi? C'est un insecte ou un acarien qui intègre une maladie, qui la laisse se multiplier à l'intérieur de son organisme et qui la réinjecte à un autre organisme, et là, en particulier l'homme. La punaise d'Elie n'a pas cette fonction. Donc, ne parlons pas de vectorisation de maladie par la punaise d'Elie, elle ne vectorise rien. Mais elle provoque de tels troubles psychologiques qu'on part du principe qu'elle fait partie. Elle a un fort impact sur la santé publique parce qu'elle génère des terreurs nocturnes, du stress, des insomnies, des gens qui sont en pleine dépression. Cas d'anémie, oui, les anémies. Alors, l'anémie, c'est la baisse du nombre de globules rouges par millilitre de sang. Autant vous dire que là, il faut plutôt faire appel à une super punaise d'Elie.
parce que potentiellement on a 6 à 7 litres de sang circulant. Autant vous dire que pour faire baisser le nombre de globules rouges par millilitre de sang, il faut quand même une grande quantité de punaises. Mais on peut avoir des anémies chez des gens qui ont un terrain à l'anémie qui est assez marqué. Bon, retenons simplement que les 2 principaux risques sont le risque allergique à la piqûre, donc ça crée des œdèmes à la surface de la peau, qui peuvent aller même jusqu'à une réaction exagérée qu'on appelle l'œdème de Coinck. Vous savez, ces gens qui meurent après une piqûre de frelon, eh bien, la punaise de lit peut engager un terrain allergique de cette manière-là, mais le principal impact, c'est le trouble psychologique, jusqu'à voire même des gens qui dorment la lumière allumée pour éviter de se faire piquer par des punaises. Néanmoins, et malheureusement, des gens se font piquer. Elle est petite mais problématique. Les conséquences sont essentiellement dermatologiques, allergiques. Nous avons à faire face à un insecte qui est un insecte rampant. Donc l'insecte rampant, sa grande caractéristique, c'est que tout le monde vit au même endroit. Vous voyez que sur cette photo, on observe des œufs, des petits points blancs, des nymphes, premier stade larvaire de la punaise, la nymphe, dont toutes ont fait leur premier repas de sang, celles qui sont les plus claires là. Puis ensuite, vous avez différents stades larvaires jusqu'aux adultes. Tout le monde vit au même endroit. On verra qu'effectivement, les stades de résistance, c'est essentiellement l'œuf qui est très peu sensible aux insecticides, alors que tous les autres stades larvaires sont sensibles aux insecticides. Par contre, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge que j'ai, je suis une punaise, je suis sorti de l'œuf, donc je vais chercher à piquer et à faire un repas de sang. Parce que pour grandir, cette punaise a besoin de manger du sang, que je sois mâle ou que je sois femelle par ailleurs. Contrairement aux insectes volants, puisque chez le moustique, uniquement la femelle adulte pique pour pouvoir viabiliser ses œufs. Grande différence. Chez le moustique, peu d'individus, peu de densité de piqûres. Chez la punaise des lits, dans la mesure où tous les individus piquent, peu d'individus, forte densité de piqûres. Donc on peut vraiment être sur des scènes de piqûres qui sont importantes, beaucoup de piqûres avec peu d'individus, parce que tous ces individus ont besoin de faire leur repas de sang. Alors voilà quelques piqûres. On a à faire face souvent à des piqûres en ligne. Pourquoi ? Parce que la punaise des lits fait des repas de sang qui sont relativement longs, 10-20 minutes pour l'adulte, quelques minutes, et je vous montrerai après tout à l'heure une larve qui est en train de faire un repas de sang, qu'on a tourné chez nous. Je croyais que tu voulais nous montrer plein de belles photos comme ça encore, Romain. On aime ça. Donc voilà, la piqûre en ligne. Pourquoi ? Parce que la punaise des lits a un rostre qui est relativement court. Elle a besoin de stabilité quand elle pique, et dès que vous bougez, elle a besoin de retirer son rostre. Et elle va repiquer quelques millimètres plus loin à partir du moment où vous avez bougé. Donc voilà, c'est principalement un impact psychologique. C'est quoi les chiffres clés en France ? C'est à peu près 4,7 millions de Français qui ont été concernés par la punaise des lits ces 5 dernières années. La dynamique de l'infestation, elle est à la hausse. 29% des cas sont en région parisienne, et dans tous les cas, plus de 50 à 60% des cas sont dans les grandes villes. Donc c'est vrai que c'est vraiment une problématique de métropole, c'est vraiment une problématique d'habitat resserré et de concentration importante de la population. Vous voyez que c'est vraiment les grandes villes qui sont affectées. Salut Samuel, pas de souci, pas de problème, on accepte tout le monde. Alors, d'autres problématiques, 52% des gens ont mis plus de 2 mois à s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que les gens essaient avant tout par eux-mêmes avant de faire appel à un professionnel, l'erreur magistrale à ne pas faire. Toutes les catégories socio-professionnelles sont touchées, ça veut dire que n'importe quelle classe d'hôtel peut être touchée, du 5 étoiles au Formule 1, toutes les classes d'hôtel peuvent vraiment être touchées. Par contre, un chiffre qui est intéressant, mais ne le prenons pas à brûle pour point comme ça, 70% des gens n'ont pas été satisfaits du service ou des entreprises de traitement choisies. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, les gens eux-mêmes préparent mal le chantier chez eux. Donc le professionnel n'est pas un magicien. À partir du moment où le chantier est mal préparé, le produit n'est pas capable d'agir seul. Et le professionnel, lui, potentiellement, il n'est pas capable de rattraper l'efficacité dans le cas d'une mauvaise préparation de chantier. De fortes sommes engagées à chaque fois, et donc avec une responsabilité qui à chaque fois est contrebalancée entre le syndic, le propriétaire et le locataire, et on s'aperçoit qu'effectivement la responsabilité, elle n'est pas claire aujourd'hui, y compris du côté des assurances. Et 36% des gens recommanderaient à un proche de faire attention aux arnaques. C'est la raison pour laquelle, et je salue Jean-Paul, là, j'ai vu que Jean-Paul était parmi nous, le vice-président de la CS3D. Jean-Paul, je sais que Jean-Paul a beaucoup œuvré pour soit mis en place une formation spécifique à la gestion de la punaise des lits pour les professionnels. Donc, cette formation-là chez EasyPest, elle s'appelle le Certi-Punaise, que vous pouvez trouver chez EasyPest. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à faire réfléchir les professionnels sur les protocoles pour faire en sorte qu'on atteigne un plus haut niveau d'efficacité et qu'on diminue cette insatisfaction chez les particuliers. Néanmoins, vous ne remplacerez pas l'incompétence d'un particulier qui n'a pas préparé le chantier avant votre passage. Donc ça, c'est un point crucial.
Quelques éléments de biologie de la punaise. Rapidement, le cycle de la punaise, vous l'avez ici. Hein, donc vous voyez les œufs qui donnent une larve. Alors, le temps d'éclosion d'un œuf, c'est de 8 à 10 jours. Et ça, c'est un point crucial pour la construction de votre protocole. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous traitez avec un insecticide sur vos œufs, les œufs ne seront pas sensibles. Il faudra donc attendre que cet œuf se transforme en larve, premier stade larvaire, la nymphe, pour que votre insecticide soit efficace. C'est-à-dire que si vous traitez à un moment où il y a des œufs, potentiellement un seul passage ne sera pas efficace puisque de ces œufs sortiront des nymphes qui ne verront jamais un insecticide, à part des insecticides super rémanents dans le temps, mais là, vous voyez bien qu'on travaille sur cette rémanence pour éviter de laisser trop d'insecticides dans l'environnement. Donc ça signifie qu'il va falloir que vous soyez patient, intégrer un deuxième passage dans votre protocole de manière à ce que ces œufs se soient transformés en nymphes et que de fait, ce stade larvaire soit sensible à vos insecticides alors que sous forme d'œuf, il ne l'était pas. La punaise des lits ne grandit que quand elle fait un repas de sang. Donc c'est-à-dire que si elle ne trouve pas de sang, elle est incapable de grandir. Néanmoins, un adulte de punaise, c'est capable de rester sans repas de sang pendant 6 à 8 mois. Et alors qu'une nymphe, elle peut rester sans manger pendant 2 à 3 mois. Donc vous voyez que c'est des insectes qui sont capables d'attendre, des insectes qui sont patients dans l'environnement. Et donc, on peut aussi appeler ça de temps en temps de l'efficacité quand vous forcez des insectes à se mettre sous les plaintes parce que vous utilisez des produits qui ne sont pas forcément efficaces ou pas bien appliqués. Les insectes se mettent sous une plainte, ils sont capables de ne pas manger pendant 6 mois. Pendant ce temps-là, ça ne pique plus. On a l'impression d'avoir une efficacité qui est totale, alors qu'elle n'est que partielle, puisqu'on a des insectes qui se mettent en diapause et donc qui diffèrent un nouveau comportement. Voilà globalement. Donc, une stat qui est intéressante, hein, c'est la phase d'éclosion des œufs. C'est ça, c'est 7 à 15 jours. Et ça, c'est un point important qu'il faudra avoir en tête pour la construction de vos protocoles. Voilà. Un abdomen qui est capable de fortement grossir, à la consommation de sang. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une punaise manger, mais en voilà une. Hein, voici une punaise qui est sur notre bras. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a tournée au laboratoire avec un microscope. Vous voyez quasiment les globules rouges qui montent dans la nymphe. Donc ça, c'est une nymphe qui a 3 jours. Elle vient de sortir de l'œuf. Elle a trouvé un bras, en l'occurrence le nôtre. Et donc, elle a trouvé un bras, elle fait son premier repas de sang. Là, vous êtes en temps réel, hein, vous n'êtes pas en accéléré. Et donc, vous voyez que la vidéo, elle dure 3 minutes 27. Donc, une nymphe, si vous ne bougez pas, elle fait son premier repas de sang 3 minutes 20. Enfin, 3 minutes 27. On peut peut-être lui laisser 10 secondes plus ou moins, quoi. Mais vous voyez que c'est impressionnant, hein, c'est tout à fait bien établi. Vous avez un abdomen qui grossit facilement. L'abdomen grossit de 3 à 4 fois du volume. Et une fois qu'elle a fait son repas de sang, eh bien, elle va se planquer, puis elle va rentrer dans une phase de digestion plus ou moins longue en fonction de la température extérieure, parce que je vous rappelle simplement que les rongeurs, des formations professionnelles, que les insectes sont hétérothermes, donc ils sont dépendants de la température extérieure pour tout leur processus physiologique, leur déplacement, le vol également chez les insectes volants, mais aussi la digestion. La digestion, elle est drivée par la température extérieure qui est présente dans la pièce. Donc plus il fait chaud, plus les punaises vont digérer rapidement et plus le cycle de piqûre va se faire rapidement. Vous voyez, je vous la passe en accéléré. Vous voyez un abdomen qui a fortement grossi, donc si vous ne bougez pas, la punaise, elle est tout à fait capable de faire son repas de sang en 3 minutes. Voilà. Attention, oui, on est l'hôte privilégié. Alors, cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Hein, vous allez sur la page EasyPest. Toutes les vidéos qu'on fait au laboratoire, on les met en ligne. Donc, vous pouvez les utiliser aussi dans des formations et autres. Elles sont publiques et elles sont disponibles. Attention, elle préfère l'homme, mais s'il y a un animal domestique, le chien, le chat, elle va pouvoir aussi faire un repas de sang sur l'animal domestique sans aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous intervenez sur des sites sur lesquels il y a des animaux domestiques, il faut préconiser aux propriétaires de ces animaux de les faire traiter. N'oubliez pas également de traiter le panier du chien ou le panier du chat, parce que ce sont des endroits où potentiellement on peut laisser des punaises en cas de fever. Est-ce que l'on sent quand on se fait piquer? Ben non, on ne sent pas. Pourquoi? Parce que la punaise, quand elle pique, de manière analogue au moustique, elle vous envoie d'un antidouleur, elle vous envoie de l'anticoagulant et elle envoie des enzymes salivaires dans votre sang de manière à que vous ne sentiez pas, qu'elle liquéfie le sang pour que ça puisse monter dans le rostre et que les enzymes salivaires au contact du sang commencent à digérer le sang avant qu'il monte dans l'abdomen. Ça s'appelle une étape de prédigestion du sang. Hein. Alors, ouais, on peut sentir si on est sensible aux piqûres, mais la plupart du temps, comme vous dormez, vous ne les sentez pas, quoi.
Alors, diagnostiquer l'insecte, c'est pas évident. Moins il y a d'insectes, plus ça va être compliqué à diagnostiquer. Le paroxysme du truc, c'est de devoir faire intervenir un chien pour faire du diagnostic canin, parce que l'insecte, il se cache super bien. L'être humain, c'est son hôte de prédilection, comme je vous disais, mais l'insecte, il peut tout à fait aller faire son repas de sang sur un autre animal à sang chaud, qui est la volaille, les rongeurs, les oiseaux, les chiens, les chats. Ça se cache dans des fissures et les crevasses le jour, y compris quand c'est très aplati. Une punaise qui n'a pas fait de repas de sang, elle est très très plate, donc elle peut se cacher dans des infractuosités. Et les rongeurs également. Oui, si vous avez des rongeurs, des hamsters, des cobayes chez vous, la punaise des lits peut tout à fait aller faire des repas sur ces animaux-là. S'il n'y a qu'en cas de forte infestation où on retrouve des insectes qui vont aller se planquer dans les endroits un peu plus risqués, derrière les prises, derrière les halogènes muraux, dans les meubles, le long des rideaux, sur les appuis de fenêtres. Quand vous trouvez des insectes à ces endroits-là, c'est forcément des insectes qui sont loin de l'endroit où ils vont pouvoir faire un repas de sang, puisque l'endroit où vous allez pouvoir faire un repas de sang, c'est le lit, quand vous êtes immobile. Donc, ça veut dire que ça signifie déjà que le sommier et le matelas, ils sont déjà un tout petit peu densifiés en insectes et qu'il faut que je prenne le risque d'aller me stocker beaucoup plus loin que ça pour pouvoir rester dans l'habitat. Où est-ce qu'on va chercher des zones à l'obscurité? C'est hyper important d'avoir une lampe sur soi, par exemple. Dans les fissures et crevasses de 10 mm, les surfaces rugueuses, les punaises des lits préfèrent les habitats proches de leur hôte. Une punaise qu'on ne dérange pas, elle va faire 20, 30, 40 cm dans sa journée. Elle va sortir de sous le sommier, elle va monter le long du drap, elle va faire son repas de sang, elle va redescendre, ou alors elle va se planquer dans la tête de lit, et puis c'est fini. Si vous ne changez rien à ça, elle n'a pas de raison d'aller s'aventurer dans des environnements beaucoup plus éloignés que l'endroit où elle fait son repas de sang. L'inspection, elle peut être... le kit diagnostic de la police. Alors, le kit diagnostic de la police, c'est un kit de coloration. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que la punaise émet des déjections dans le milieu, déjections qui portent la longueur d'onde du sang. Et donc, cette longueur d'onde du sang, quand on l'excite avec une onde ultraviolette particulière, c'est ça ce dont tu dois parler, Pascal, eh bien, on a ce sang qui réverbère, une réverbération du sang sur une certaine couleur. Oui, mais à partir du moment où tu es capable de révéler du sang, tu es capable de l'observer également. Donc, ces outils diagnostiques sont des outils de diagnostic trop tardifs. Mais à partir du moment où vous avez des déjections, une présence de déjection, vous devez être capable de trouver l'insecte. Donc, oui, c'est le Blue Star Cimex, c'est ça. Donc, oui, ça peut être un outil d'aide au diagnostic, mais ça ne constitue pas un diagnostic très précoce en soi. La génétique en elle-même, la génétique constitue un outil beaucoup plus précoce. Ça, c'est un outil qu'on sera capable de vous proposer dans très peu de temps maintenant. C'est un outil beaucoup plus précoce que simplement le fait de révéler la présence de déjection ou de sang. Pour faire une bonne inspection, effectivement, ça prend du temps. Il faut démonter les plaintes, il faut démonter les têtes de lit, il faut démonter le sommier, le matelas, si on veut pouvoir être capable d'observer les insectes. Je vous le rappelle, moins les insectes sont nombreux, plus ils vont se planquer et moins ils seront capables d'être détectés. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher? Partout dans les endroits où les gens sont potentiellement immobiles. N'oubliez pas les toilettes, il y a des gens qui restent longtemps aux toilettes. N'oubliez pas non plus le canapé. Le canapé quand on regarde un film, puisque les sites très infestés en ce moment sont par exemple les cinémas. C'est des endroits où vous restez pendant 1h30, 2 heures devant un film. Les punaises qui sont dans les sièges des cinémas, le temps leur suffit pour pouvoir venir vous piquer. Voilà. Donc voilà, globalement, la détection, elle peut se faire soit visuelle, si vous voyez beaucoup de déjections, ou même des adultes. Sinon, on peut faire intervenir la détection canine. C'est un outil assez intéressant parce que là pour le coup, c'est un élément de détection précoce parce que le chien sera capable de détecter un individu pour peu qu'il soit installé sur le site depuis assez longtemps. On a fait des essais avec des chiens. Si la punaise n'a pas émis assez de phéromènes dans son milieu, le chien a du mal à la détecter. Mais bon, détecter un individu, c'est pas évident. En plus, si cet individu vient d'arriver sur le site, il y a peu de chances que le chien le détecte. Il faut que l'individu ait émis des phéromones dans son environnement immédiat parce que c'est ça que le chien capte avec ce qu'on appelle la sphère voméronasale du chien, c'est-à-dire la sphère du chien qui capte les phéromones. Il faut qu'il y ait des phéromones qui aient été émises dans le milieu. Donc ça veut dire qu'il faut que l'insecte soit là déjà depuis un certain temps pour que le chien puisse la trouver, sinon il passe à côté. Les pièges. Alors les pièges, on connaît des pièges intéressants, des pièges attractifs chez le moustique, des pièges attractifs chez la blade. Chez la punaise des lits, il n'y a pas grand-chose. On a testé tous les pièges du marché quasiment, il n'y a pas grand-chose qui attire la punaise des lits. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de mettre du double face sous le sommier,
Parce que la punaise, elle va rentrer dans un piège de manière coïncidentielle. Si elle rentre dans un piège, ça signifie que c'est parce qu'elle a traversé le piège. Elle ne savait pas que c'était un piège, mais ce n'est pas forcément qu'elle a été attirée par ce piège. Donc, ce qui peut être intéressant comme piège, ce n'est pas forcément des pièges actifs, c'est des pièges à haute densité. C'est-à-dire que si vous mettez du double face tout autour du sommier, il y a de fortes chances que si une punaise traverse, elle se colle dessus. Il y a aussi une société qui s'appelle le Sommier Français qui a développé des pieds de lit qui intègrent une bande collante et donc qui vous permettent de faire du monitoring. Ça, attention, ça peut être un élément de fidélisation de vos clients intéressant. Une fois que vous avez fini votre traitement, de mettre du double face ou de mettre des pieds de lit qui permettent de coller les punaises, ça peut vous permettre également de faire un monitoring à distance en demandant aux gens de vérifier régulièrement s'il n'y a pas des punaises et de pouvoir réintervenir plus précocement la prochaine fois parce que vous serez capable de détecter un individu tout seul. Oui, voilà, les pièges d'homobios également, un qui précise ça. Alors, les pièges d'homobios ont la particularité non pas de coller la punaise par ses pattes, mais de coller la punaise par le dos. Parce qu'une punaise, elle met une patte sur le double face ou la bande collante, elle la retire sans être piégée. Alors que quand on la piège par le dos, elle n'arrive pas à faire demi-tour. Et c'est ça qui est intéressant par les pièges d'homobios. Construire un protocole efficace, on s'aperçoit que c'est la clé de l'histoire et on voit bien que le protocole efficace va commencer par le contact téléphonique, la discussion avec le client. On analyse la situation, comprendre l'ampleur de la problématique. Est-ce que déjà c'est des punaises de lit parce que moi, le nombre de professionnels qui font de la pub dans les journaux en ce moment à Paris, là, j'en ai vu qui faisaient de la pub pour la prestation punaise de lit. En photo, ils avaient mis un cloporte. Donc c'est sympa, mais ça ne se ressemble pas beaucoup, cloporte et la punaise de lit. C'est important déjà de savoir si on est sur le bon insecte. Il y a un indicateur aussi, c'est que si on écrase, que ce soit une larve, un œuf ou un adulte de punaise de lit, certes, il peut y avoir du sang s'ils n'ont pas de sang, mais ça sent cette espèce d'odeur d'amande amère là, que vous voyez aussi avec les punaises des bois, qui, quand vous les contraignez dans un tissu, elles émettent une espèce d'odeur qui ne sent pas très bon, une espèce d'odeur d'amande amère. Et bien, les punaises des lits émettent également cette odeur quand vous les écrasez ou quand elles ne sont pas contentes. Donc ça peut être un élément d'identification intéressant. Il faut expliquer la procédure complète au client. Et dans d'autres termes, il faut faire en sorte que le chantier soit préparé avant que vous arriviez. Donc ça, c'est vraiment le pré-questionnaire téléphonique. Donc, soit on décide parce que le diagnostic au téléphone nous montre que tous les signes d'infestation de punaises de lit sont réunis, donc c'est vraiment des punaises de lit, auquel cas, quand on va intervenir en tant que professionnel, on va intervenir pour traiter, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens préparent le chantier, notamment, on verra, mais mettre le linge en sac, prépare le sommier, prépare le matelas, démonte la chambre, de manière à ce que vous puissiez optimiser la réussite de votre traitement. Soit, effectivement, vous allez vous déplacer parce qu'il y a une incertitude sur l'origine de l'insecte, et dans ce cas-là, vous allez vous déplacer pour pouvoir faire un diagnostic. Donc là, dans ce cas-là, on fait une expertise des logements ou des locaux sur rendez-vous. C'est important, on le répète, mais rappeler la procédure complète au client, voire même l'écrire, parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Et puis pouvoir constater l'état du logement, constater l'étendue présumée de l'infestation, déterminer les lieux à traiter. On ne va pas forcément traiter tous les lieux. C'est important d'avoir un avis d'expert 3D certifié avec établissement du protocole adapté et proportionné. C'est important de faire intervenir aussi des professionnels formés qui ont fait cette formation à la punaise des lits parce que ça, c'est important. Et expliquer la méthodologie que vous allez mettre en œuvre. Et ne pas avoir honte d'utiliser des produits chimiques parce que dans bien des cas, c'est eux qui vous apporteront la solution. On est bien d'accord qu'il y a plein d'autres solutions, mais les protocoles qui intègrent des produits chimiques restent une valeur sûre en termes technico-économiques. Ça, on ne pourra pas forcément en démordre, et pour peu que le protocole soit bien construit. Information renforcée, ciblée du client. On voit bien que le manque d'information pour le client, c'est un doute sur votre compétence et sur la capacité à aller chercher de l'efficacité dans le traitement. Et puis faire parler le client et puis voir si le client est en confiance. Cela peut faire boule de neige avec plusieurs appartements mitoyens. Oui, si les gens communiquent. Par contre, oui, on a des punaises qui peuvent monter dans les VMC et autres, mais les punaises, elles ne vont pas faire des kilomètres, quoi. Elles vont plutôt faire des kilomètres avec nous que faire des kilomètres toutes seules. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut essayer de comprendre. C'est la même manière dont l'assurance maladie essaie de tracer le Covid, quoi. C'est chez qui vous êtes allé pour savoir potentiellement si ces punaises, elles peuvent venir de... Il y a des résistances avérées aux insecticides. On va l'aborder aussi. Ouais. Il y a des résistances abordées aux insecticides. On va aborder cette partie-là ensuite. Voilà, préparation des pièces. Préparation du traitement, il faut que toutes les pièces soient préparées. C'est aspiration soignée et traitement du sac d'aspirateur, sinon les punaises ressortent. Démontage housse de matelas et des fauteuils, démontage des sommiers, pieds de lit. Bref, on démonte et puis on protège la zone à traiter. C'est sûr qu'on vide les meubles.
Alors, on vide les meubles et on essaie de mettre des choses en sac pour éviter de traîner les punaises partout si ces sacs contiennent des punaises. Et ces sacs, eh bien, on va les laver à haute température ou on va les congeler à -20 pendant au minimum 72 heures. Le traitement, le principe de traitement, c'est quoi? On respecte la biologie. Donc, le chantier a été bien préparé, tout démonté, on intervient en tant que professionnel. Eh bien, on va mettre en place un protocole qui intègre la biologie de la punaise, c'est-à-dire premier passage à la première application sans surmouillage. Ça, c'est important parce que c'est aussi ça qui, de temps en temps, détruit les produits. Quand on utilise les produits en trop forte concentration, eh bien, on observe des effets secondaires du produit sur les parquets, sur les papiers peints par exemple, qu'on n'aurait pas observé à la bonne concentration d'utilisation. Donc, quand on vous indique des concentrations d'utilisation, c'est important de respecter ces conditions-là. Traitement AJ+15, c'est quoi? C'est simplement respecter le fait qu'au premier traitement, s'il y avait des œufs, eh bien AJ+15, on sait que c'est devenu des nymphes, et c'est important parce que ces nymphes sont sensibles aux insecticides là où les œufs ne l'étaient pas 15 jours avant. Voilà. Et puis éventuellement, un troisième traitement, AJ+30, on respecte une fois de plus ces 15 jours de délai si des fois au deuxième passage on avait encore des œufs, ou bien on met en place un système de monitoring qui nous permette d'impliquer le client dans le suivi d'une éventuelle réinfestation de son site. Donc on le rappelle, les produits n'ont pas besoin d'être surappliqués pour être efficaces, donc il faut vraiment respecter les conditions d'emploi. Et puis, faut vous protéger et protéger également les occupants et vos clients. Plus précisément, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles les matelas sont traités, par exemple. Donc, il y a des protocoles qui intègrent le traitement matelas, d'autres qui ne l'intègrent pas. Si vous l'intégrez, on recommande quand même d'utiliser des housses étanches. L'idée étant que vos clients ne doivent pas être en contact avec l'insecticide que vous avez utilisé sur le terrain. Il y a d'autres méthodes, traitement par la chaleur, donc on chauffe du volume des pièces, mais ça j'imagine que vous en avez entendu parler. Traitement par le froid, ce qu'on appelle la cryogénie, soit de manière très locale avec des bombes à froid qui permettent par exemple de traiter les coutures d'un matelas sans forcément y mettre de l'insecticide dessus. Mais sinon, on peut aussi traiter plus globalement des meubles en les mettant dans des frigos, dans des grands congélateurs, de manière à traiter par le froid. Une fois de plus, c'est ce que je vous disais, ça s'adresse pas forcément à toutes les bourses. Mais c'est des solutions complémentaires à la chimie. Et puis d'autres, terre-de-diatomée à base de silice, qui provoquent des abrasions de l'insecte et une déshydratation chez cet insecte. Après le traitement, ce qui est important, la fiche de données de sécurité va vous indiquer un délai de réentrée, et donc les pièces ne doivent pas être réoccupées avant que les produits aient séché, ce qui est important, puisque c'est ça qui permet au produit d'être complètement efficace, et donc ne pas laver aspiré pendant les 2 jours, parce que c'est notamment ces 2 jours avec lesquels on va aussi aller chercher de la rémanence de nos produits. Oui, voilà globalement. Romain, d'aérer les pièces après traitement aussi, c'est important d'aérer avant que les personnes reviennent sur le site. Oui. Traitement par la vapeur, même principe. Traitement par la vapeur, c'est ce on a soit de la vapeur sèche, soit de la vapeur humide. Même principe, c'est dire que le spectre de chaleur va aller détruire l'œuf, la larve ou l'adulte qui se trouve immédiatement sous ce spectre. À 60 degrés. Principale cause d'échec de traitement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le manque d'information peut apparaître comme un manque de confiance du particulier dans l'action du professionnel. Donc, il faut expliquer ce que vous allez faire. Problème de prix. Donc là, il y a aussi le problème d'arnaque qui ressort. Donc, effectivement, plus on avance, et notamment en lien avec la CS3D, et Jean-Paul est très au fait de ça, on essaie de mettre en place des règles qui, de plus en plus, vont exclure les arnaqueurs de ce système, parce qu'il y en a notamment des gens qui font en un seul passage à 1 500 €, il en reste, mais ils sont de moins en moins nombreux, et je crois qu'il faut qu'on se félicite de tout ce travail de fond qui a été fait. Et j'adresse effectivement ces félicitations à Jean-Paul pour tout ce travail de fond. Vous auriez dû choisir une autre entreprise. Bon, ça c'est a posteriori. C'est difficile pour les gens d'avoir l'appréciation de l'efficacité. Et donc 70% n'ont pas été satisfaits. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a la mauvaise préparation du chantier par les particuliers. Donc il faut absolument accentuer la sensibilisation des gens à la préparation préalable du chantier. Ça c'est une grande étape pour aller vers la réussite et vers le succès et l'efficacité. Le produit n'est rien sans une bonne préparation du chantier et un bon protocole, ça c'est sûr. Donc l'échec de traitement, c'est chantier non préparé, ça c'est majeur. Mauvais protocole mis en œuvre, ça c'est majeur. Et là, vous avez les 2 principales causes d'échec. L'incompétence du professionnel,
elle se traduit dans un mauvais protocole. Et puis ensuite, vous avez la réinfestation rapide. Ça c'est une cause secondaire. Et la résistance, même si ça existe au pyréthrinoïde de synthèse, ça ne reste qu'un facteur secondaire face à l'incompétence du professionnel ou un chantier mal préparé. La résistance, on connaît la résistance. Alors, la résistance chez l'insecte est essentiellement génétique. C'est si vous ne mettez pas la bonne dose de produit, l'insecte il fuit et il ne meurt pas à la dose de produit parce qu'il n'a pas été exposé à la bonne dose. Mais chez la punaise, vous avez un comportement complémentaire qui est sa capacité de se cacher sous une plinte parce qu'elle sent l'aspect répulsif de l'insecticide, elle se planque et elle ne mange pas pendant 6 mois. Et alors là, on peut dire que votre efficacité, vous passez à côté. Vous pourrez dire que c'est de la résistance, mais non, c'est de l'intelligence de l'insecte à bypasser votre système parce que vous avez fait un mauvais traitement. Donc la résistance, on ne peut pas mettre en avant de la résistance quand la cause principale est le mauvais traitement ou la mauvaise construction du protocole. Voilà, globalement, j'ai à peu près fait le tour rapidement parce qu'on pourrait en parler des heures de cette problématique. Je vais laisser la parole à Bachir sur l'importance du bon produit et de la bonne formulation replacée dans ce protocole qu'on veut efficace. Voilà. Tu me diras, Bachir, passer des slides. Oui, pas de souci. Je me présente rapidement. Donc, je suis le responsable technique de l'équipe Bayer Environmental Science France. Et donc, je vais effectivement enchaîner sur cette partie un peu importance du produit, de l'application et de la formulation. Donc, on va avancer. Donc, aujourd'hui, comment s'assurer de la bonne réussite d'un chantier? Il faut revenir aux recommandations générales d'utilisation des produits, on va dire des biocides d'une manière générale. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est principalement des pyréthrinoïdes. C'est une famille chimique qui est très utilisée dans la lutte contre les punaises de lit, avec une efficacité qui n'est plus approuvée. Il y a peu d'alternatives de mode d'action. Aujourd'hui, sur le marché, il en existe 3 différents. Ce n'est pas énorme par rapport à d'autres usages, pour être clair. Et donc, il faut gérer ces phénomènes de résistance, comme l'avait mentionné Romain juste précédemment. Donc, pour ça, c'est important de quoi? Il est important déjà de respecter la bonne utilisation des produits, c'est-à-dire la bonne dose. C'est celle qui est marquée sur l'étiquette du produit, pour faire clair. Car une application sous-dosée, c'est un risque d'apparition des résistances. Également, c'est d'effectuer une pulvérisation de qualité. Donc, ça va passer par quoi? Par le choix du pulvé, la buse utilisée, la bonne pression, la bonne distance support adaptée. Et effectivement, comme on l'avait mentionné, ne pas surmouiller. Ça peut parfois provoquer un effet inverse. Et également, quand c'est possible, et j'ai envie de dire, on le recommande aussi, c'est d'alterner les modes d'action, mais aussi d'utiliser des formulations de produits adaptés au support traité. On va avancer. Donc aujourd'hui, si on reprend un peu les endroits vus précédemment où il y a des punaises de lit, si on regarde de plus près, on voit que les matières sur lesquelles les punaises vivent et se déplacent, c'est essentiellement quoi? Ça va être du bois, de la tapisserie, du plâtre, des tissus. Et donc, si on avance, quand on les regarde de plus près, ces surfaces, on s'aperçoit avec un microscope à balayage, par exemple, qu'elles ne sont pas lisses du tout, ces surfaces. Elles sont même plutôt composées de micro-fissures, de porosité, et ce sont ces micro-fissures qui vont absorber les produits pulvérisés, et donc la matière active. Donc, aujourd'hui, il y a des formulations traditionnelles qui sont peu adaptées à ces surfaces poreuses, finalement. Donc, quand on voit la dose pulvérisée, c'est la dose qui est homologuée, qui a été prouvée efficace pour le produit. Quand on la pulvérise sur une surface poreuse, on voit que l'eau et la substance active sur la photo de droite, elle va être absorbée. Et donc, on voit que la quantité qui reste disponible, elle est trop faible pour tuer l'insecte ciblé. Donc, ces surfaces poreuses, elles vont provoquer un sous-dosage. Donc, ça fait quoi? Ça va faire, in fine, moins de contact avec la cible, des traitements qui vont échouer. Ça va générer une insatisfaction client et surtout même des risques d'apparition de résistance. Je vais laisser la parole à Renaud. Ouais, je vais prendre la main, Bachir, merci. Voilà, moi je suis Renaud Pomelin, je travaille pour le marketing. Et donc, voilà, à l'issue de ce webinaire, on vous présente aussi une nouvelle formulation, un nouveau produit qui arrive chez Bayer. Donc voilà, on a vu la difficulté de contrôler efficacement ces punaises de lit, on va dire. Et le besoin de produits, de produits efficaces, il reste là, il est toujours présent. Et avec ces évolutions réglementaires et environnementales, on va dire qu'on va être honnête, il y a peu de chances d'avoir des nouvelles substances actives ou des nouveaux modes d'action qui vont arriver à l'avenir. Ça reste compliqué d'homologuer des nouveaux produits. Et on n'aura pas forcément des doses de substances actives qui seront plus fortes dans les produits qui vont arriver.
Donc tout le travail, en tout cas une partie du travail qui est fait par Bayer aujourd'hui, c'est de travailler justement sur ces formulations pour amener une augmentation de l'efficacité des produits. Et c'est pourquoi on vous présente aujourd'hui cette nouvelle formulation qui est le Kaotrin Partix, et donc qui utilise une nouvelle technologie de formulation. Alors cette technologie de formulation, elle repose sur une substance active qui est la deltamétrine à 25 grammes par litre et qui n'a pas d'équivalent sur le marché aujourd'hui. Et on va voir juste après pourquoi. Parce qu'elle est particulièrement adaptée justement alors, à toutes les surfaces, dont les surfaces poreuses. Donc sur cette slide, vous voyez donc qui illustre bien la technologie. Vous pouvez observer que la substance active est incorporée dans des grosses particules solides en fait, qui ne se perdent pas dans les micro-fentes, les micro-fissures que vous a montré Bachir tout à l'heure. Et donc cette substance active, elle va rester en surface du support. Elle reste biodisponible pour les insectes qu'on va cibler. Et donc, cette dose qu'on va appliquer, eh bien, c'est réellement celle qui va rester présente en surface sur le support. C'est pourquoi on va pouvoir avoir une bonne rémanence du produit et en l'occurrence pour Kaotrin Partix jusqu'à 12 semaines. On le verra justement avec les essais qui ont été menés et que va vous présenter Bachir là, dans la foulée. Ouais. Donc moi maintenant je vais vous faire un focus un peu plus sur les formulations. Donc aujourd'hui il y a différents types de formulations qui existent, pour être clair. Il y a des formulations surtout adaptées à des utilisations et des surfaces différentes. Donc là on a essayé un petit peu de créer un peu un schéma qui recense toutes les différentes formulations existantes et en quoi elles sont plus ou moins bonnes et plus ou moins mauvaises, j'ai envie de dire. Donc sur la gauche on a plutôt des formulations donc à grosses particules qui sont adaptées aux surfaces rugueuses et poreuses. Donc, on y retrouve quoi? On y retrouve des formulations solides, type WP-WG, ce sont les poudres mouillables et les granulés dispersibles, et des formulations micro-encapsulées, où la substance active se libère lentement. Avec ce type de formulation à grosses particules, eh bien, on est plutôt sur des traitements résiduels où on va chercher la rémanence dans le temps. Maintenant, sur la droite, on a plutôt des formulations à petites particules qui vont être adaptées aux surfaces lisses et non poreuses. Donc, ça va être quoi? Ça va être des formulations liquides SC, des suspensions concentrées, ou bien des EW, des émulsions aqueuses, ou des concentrés émulsionnables EC. D'ailleurs, pour ces deux dernières, elles sont souvent à base de solvants. C'est ce qui va permettre une meilleure pénétration à travers la cuticule des insectes aussi. Donc, on est plutôt sur des formulations où on va chercher de la rapidité et elles vont être très adaptées, notamment en pulvérisation directe sur les insectes ou bien en nébulisation, elles sont parfaitement adaptées. Et enfin, on peut voir que notre formulation Partix, elle est adaptée justement à tout type de surface et effectivement dans les deux types d'applications, aussi bien en termes de rémanence et de rapidité d'action. Comme Romain qui est trop rapide. Merci Romain. Non, je suis rémanent aussi, attention. C'est pour ça, soit dans la rémanence. Donc là, d'ailleurs, je vais vous présenter un essai, comme l'a mentionné Renaud. Donc c'est un essai qu'on a fait avec les équipes innovation également. Donc c'est un essai efficacité et rémanence sur 3 mois. Donc on a étudié 3 surfaces poreuses. Donc, à savoir du bois, du papier peint ou du plâtre, sur lesquels on a vu précédemment qui étaient de lieux de vie ou de passage des punaises de lit. On a effectué 2 applications de produits en traitement de surface. Et donc, ça, c'est très important. On n'a pas fait en pulvérisation directe sur les punaises de lit. Donc, ensuite, les insectes ont été mis en contact sur les surfaces étudiées avec le produit séché. Donc, pas de contact des insectes avec le produit fraîchement pulvérisé. On est vraiment sur un traitement résiduel dans le temps. Et ensuite, on a effectué un monitoring de mortalité pendant 3 mois où on a réimplémenté 30 punaises de lit à tous les temps, J0, J5, J15, et après tous les 15 jours jusqu'à 3 mois, pour voir l'efficacité du produit dans le temps. Et donc là, on va passer aux résultats déjà sur papier peint. Alors, c'est un graphique qui montre le délai en nombre de jours pour atteindre 100% d'efficacité du produit. Donc, en résumé, plus la barre est petite, plus la mortalité elle est rapide, plus le produit est efficace. Et donc, on observe que Kaotrin Partix contrôle 100% des punaises de lit entre 4 et 7 jours tout le long du test, donc sur la période des 3 mois. Donc, une très bonne efficacité en traitement résiduel. Il faut préciser
qu'on n'a pas retraité tout au long, quoi. Il y a un traitement qui est J0, point. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu deux applications. On lâche des punaises sur le support et on regarde au fur et à mesure du temps comment se comporte. C'est ce que j'ai dit, oui, dans la slide précédemment. C'est effectivement, il y a eu deux applications en début d'essai et après, on a regardé dans le temps, on a réimplémenté des punaises vivantes pour voir effectivement l'efficacité du produit. Ouais. Donc, à partir de là, on a aussi observé que l'efficacité de la Chaotrine Partix, eh bien, elle est la même au début qu'à la fin de la période des 3 mois. On voit bien qu'on met 5 jours pour contrôler les punaises de lit. Donc, il n'y a pas de perte d'efficacité dans le temps. Je vous rappelle d'ailleurs que le produit a été pulvérisé en traitement de surface et donc non directement sur les insectes. Sinon, l'efficacité, elle serait quasiment instantanée, en fait, si on avait fait un traitement direct. Là, on veut vraiment voir la résidualité et en même temps, on sait qu'on a besoin que le produit reste actif sur les surfaces pour tuer les punaises qui n'ont pas été touchées lors de la pulvérisation, car on sait que c'est impossible de toutes les atteindre pendant le traitement. Donc là, maintenant, même type d'essai, on va dire, sur plate, c'est exactement la même structure. On voit que les résultats sont plus homogènes. On arrive à 100% de mortalité, toujours atteint entre 4 et 5 jours, donc ce qui est rapide pour un produit en traitement de surface, je rappelle. Hop. Et enfin, sur plaque de bois, également, on a refait le test et c'est exactement les mêmes tendances. On est entre 4 et 5 jours, donc 100% de mortalité de l'échantillon des 30 punaises de lit. Donc, c'est un produit qui a montré quand même une forte rémanence dans le temps. Peut-être, Bachir, on a une question de Vincent qui nous dit: avez-vous estimé le degré d'infestation en traitement? Non, on traite des surfaces de départ, donc du papier peint, du plâtre ou du bois, qui sont potentiellement les surfaces que vous allez retrouver quand vous allez aller traiter chez des gens. On a traité ces surfaces au préalable, deux traitements, on a laissé sécher les surfaces, et ensuite sur cette surface, on a pris 30 punaises de lait, on les a lâchées dessus, on a regardé au bout de combien de temps elles mouraient, en moyenne 5 jours. On a retiré les punaises mortes, on a laissé vieillir cette surface. Et à un temps plus long, on a repris 30 punaises, on a relâché 30 punaises dessus et on a regardé au bout de combien de temps elles mouraient. Et ben, on a fait ça pendant 3 mois. Et donc, les premières 30 punaises meurent en 5 jours et les dernières 30 punaises meurent également à peu près en 5 jours. C'est-à-dire que le produit ne perd pas en résidualité. Après, si on avait voulu pulvériser directement sur les insectes, on sait que ça fonctionne, la deltamétrine. C'est quasi instantané. C'est ce qu'on cherchait dans l'essai. Ça, c'est les essais qui ont été faits au laboratoire, Vincent, pas sur le terrain. Mais sur le terrain, vous devriez observer la même chose. Donc, en résumé, effectivement, on a pu montrer la très bonne efficacité du produit, quelles que soient les surfaces poreuses testées, que ce soit du bois, du plâtre, du papier peint. La rémanence des 3 mois dans le test, elle a été largement atteinte. Donc, à 3 mois, on a bien 100% de mortalité en 5 jours sur les 3 surfaces poreuses. On n'observe pas de perte d'efficacité de Chaotrine Partix dans le temps. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Et on voit bien finalement que la formulation Partix, elle a protégé la substance active de sa dégradation pendant les 3 mois. Et également, pas de perte de substance active sur les surfaces poreuses, car on voit bien que le produit il est resté biodisponible et efficace. Donc, Chaotrine Partix reste efficace et protège même entre les différentes applications des différents programmes de punaises de lit. Donc ça, c'est très important également. Ok, je vais reprendre la main. Il y avait juste une question sur l'application qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y a besoin de matériel spécifique? Non, il n'y a pas besoin de matériel spécifique ou de bus spécifique comme des micro-encapsulés. On est sur une formulation qui est une base SC en fait. Alors, elle s'appelle Partix, mais ça reste une suspension concentrée, donc qui s'applique de la même façon que, on va dire, les produits classiques. Juste pour rebondir maintenant sur les programmes potentiels de punaises de lit avec Chaotrine Partix, hein, on va être en cohérence avec ce qu'a montré Romain tout à l'heure dans le protocole à plusieurs applications, bien entendu. Donc, 3 applications, 3 traitements chimiques. Donc, avec tout d'abord une première application qui va permettre une bonne action choc grâce à la deltamétrine. Et donc, on va compléter cette première application, donc 10-15 jours plus tard, avec une deuxième application pour toucher les adultes qui sont issus des œufs nouvellement éclos. Donc, une deuxième application qui va pouvoir être réalisée avec un autre produit, avec un autre mode d'action. On va conseiller, comme disait Bachir, d'alterner les différents modes d'action. Et enfin, terminer avec une troisième application pour justement bénéficier de cette rémanence très importante de Chaotrine Partix. Ouais, évidemment, c'est intéressant de dire qu'au premier jour, à J0, là, quand tu utilises Chaotrine Partix, en fait, là, tu vas pulvériser sur des insectes et donc là, tu vas utiliser ton potentiel de la deltamétrine. Alors que la grosse sortie particules va permettre d'aller chercher de la rémanence à J15 et J30. Et du coup, tu mixes les deux effets, quoi. Tout à fait. Après, sur un protocole à 2 applications, évidemment, ça va fonctionner, bien entendu, également, quoi. Mais on va recommander ces 3 applications, comme tu disais tout à l'heure. Donc, et puis aussi, petite chose qui est importante, c'est qu'on va pouvoir utiliser en complément d'autres méthodes, hein. On n'est pas comment dire,
centré sur la chimie non plus. Il existe les autres méthodes, comme tu disais, voilà, avec des coûts, avec des efficacités différentes, etc. Mais en tout cas, c'est des méthodes qui sont compatibles, qui sont complémentaires. Et notamment, et c'est à signaler, le Cotrin Partix, il a une très bonne résistance à la chaleur. Et donc, si on va utiliser des méthodes thermiques, voilà, le produit va garder son efficacité. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, voilà, en résumé, c'est un produit qui est polyvalent, hein. C'est un produit aujourd'hui qui est sous la réglementation biocide, qui est sous AMM, hein, qui est sur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de produits aujourd'hui qui ont des numéros d'autorisation de mise sur le marché pour ces usages-là. Voilà, un produit qui est somme toute classique, qui s'applique de façon classique, avec une application à 50 millilitres en première dose pour 100 mètres carrés et une application à 25 millilitres en deuxième application, pardon. Et voilà, il y a un produit également voilà, qui a une classification normale, hein. Donc voilà, je vous ai présenté cette slide qui est obligatoire. J'ai rien de plus à dire dessus. Voilà, peut-être le résumé, ce qu'on peut dire sur sur le produit en résumé. Voilà, c'est un produit qui s'intégrera très bien dans la boîte à outils du technicien aujourd'hui. Donc on va recommander d'utiliser donc ce produit parce qu'il a vraiment une bonne performance, je dirais, sur l'ensemble des surfaces qu'on va rencontrer et les lieux de vie des punaises, notamment les surfaces absorbantes. Voilà, il est aussi utilisé dans les traitements contre les blattes, hein. Il n'y a pas que les punaises aussi. Bon, pour information, on parle de la punaise aujourd'hui, mais c'est un produit qui a d'autres usages, bien entendu. Mais aussi, quand on va l'utiliser, qui ne tâche pas, qui ne va pas dégager d'odeur. Et ça, c'est important, voilà, chez vos clients, qu'il n'y ait pas comment dire, de complainte à ce niveau-là. Et également, donc, une très bonne rémanence, hein, donc, comme on l'a souligné. Dernier petit point aussi, c'est un produit donc, qui est autorisé en application sur les matelas, hein. Il est comme je disais, sous BPR. Ça fait partie de l'étiquette, donc on peut l'utiliser dessus. Après, attention, on ne fait pas n'importe quoi avec les produits chimiques non plus. Donc, on va quand même conseiller d'utiliser un couvre-matelas lorsqu'on va l'appliquer sur les matelas, hein. Donc, c'est sur l'étiquette aussi. On va éviter tout contact avec les personnes. Donc, on va plutôt recommander d'utiliser ce couvre-matelas. Et enfin, dernier point sur le produit, alors un petit peu plus avec ma casquette marketing, on est sur un produit qui a un doseur qui est intégré dessus. Et donc, voilà, on sait que des fois, c'est pas toujours facile de doser les produits, etc. Là, vous avez le doseur qui est dedans et qui va permettre facilement de doser pour un pulvérisateur à dos. Donc voilà un petit peu en conclusion ce qu'on voulait vous présenter, ce protocole, ce produit qui s'intègre dedans. Un grand merci pour votre écoute. Je sais que on est très nombreux. Je crois que c'est un record en termes de webinaires pour nous. Donc merci pour votre intérêt en tout cas. On sait qu'il y a des besoins. Et donc voilà, on essaye d'apporter des solutions, que ce soit à rappeler ces protocoles ou vous présenter des solutions innovantes comme le Cotrin Partix. En tout cas, merci à vous tous qui êtes derrière votre écran ce soir. Je laisse conclure. Ouais, merci. C'est cool qu'on se soit tous retrouvés. Plein de questions. Est-ce qu'il est équivalent au FICAM? De toute façon, il n'y a pas de question à avoir. Le FICAM, il est sorti du marché. Donc, quoi qu'il en soit. Exactement. Dans le bindiocarbe, mais si vous utilisez du bindiocarbe, vous êtes hors usage. Enfin, je vous le rappelle. Et à mon ami Jean-François Garrier qui me demandait est-ce qu'il est efficace sur fourmis. Bon, Romain, il y a une question. Potentiellement, dans l'homologation, il n'y a pas les fourmis. Il y avait une question également, pourquoi 3 applications? Après, c'est déjà d'une, c'est les programmes. De deux, il y a aussi le côté superposition de la quantité de matière active. Renaud l'a peut-être passé un peu rapidement aussi, mais il y a 2 doses sur le produit. On a réussi à obtenir une forte dose à 50 ml sur la punaise de lit, ce qui est plutôt rare, j'ai envie de dire, donc avec la puissance de la formulation Partix. Et ensuite, on revient avec une dose derrière à 25. Et comme les deux tiennent dans le temps, elles se superposent aussi. Et dans le test, on l'a vu, on a fait deux applications aussi. Hein. Ouais, et puis... ne sous-estimez pas non plus le nombre de chantiers sur lesquels on peut se planter en termes d'estimation d'insectes. Et puis où tu dois repasser, où tu vas repasser à des endroits. Et de toute façon, avec le programme à 3 étapes, il permet au moins de faire un coup de monitoring la dernière fois. Si on se dit, ah bah ouais, j'avais peut-être surestimé le chantier, là finalement, j'ai plus rien au dernier passage, je mets plutôt en place du double face et du monitoring plutôt que le dernier traitement, parce que mes 2 premiers traitements ont marché. Mais moi, je pense qu'il faut
c'est sérieux de se dire que dans notre métier, c'est minimum 3 passages parce que sinon, on va faire 2 passages et puis il y en a toujours qui vont justifier un seul passage. Ben, on n'a qu'à faire 0 passage avec de la flotte aussi et puis tout le monde sera content. Non, je pense que ces protocoles-là, il faut vraiment qu'on standardise. Et puis, nous, dans les formations qu'on fait, en tout cas dans la formation Certi-Punaise, on insiste sur point numéro 1, la préparation du chantier et la pédagogie qu'on doit avoir vis-à-vis de vos clients. Point numéro 2, la formation des professionnels. Point numéro 3, la qualité du programme. Et ça veut dire qu'on peut faire toutes les innovations qu'on veut, et ça en est une. C'est une vraie innovation technique, technologique, puisqu'on voit que c'est dépendant de la formulation, c'est pas une question de matière active. Cette matière active, on la connaît bien depuis longtemps. C'est une question d'innovation. Et aujourd'hui, on voit bien que l'innovation va plus dans la formulation que dans les nouvelles matières actives. Et cette innovation, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un insecte dont on ne va pas maîtriser le mouvement. Sauf que là, l'outil qu'on a, c'est un outil qui va capter l'insecte quand il va avoir envie de bouger. Et c'est ça un petit peu la révolution de cette innovation-là. Donc, je pense que pédagogie vis-à-vis du client, formation du professionnel, et puis le couple bon protocole et produit de qualité, à mon avis, c'est le trio gagnant. Mais ça veut dire qu'il y a plein de fois où ça manque, quoi. Moi, j'aimerais rajouter, il y a peu de chances dans les années à venir de voir apparaître de nouvelles substances actives en France, d'une manière générale, par rapport à la pression réglementaire et environnementale. Il y aura peu de chances de voir arriver des nouveaux modes d'action. Aujourd'hui, il faut conserver ceux qui sont présents. Et le travail des firmes, maintenant, est vraiment de booster ces produits-là via la formulation. Réellement, il y a un gros travail. Ouais, j'ai vu tout à l'heure aussi une question sur quels sont les 3 différents modes d'action. Vous avez le mode d'action directement qui cible le système nerveux. Alors, si on prend globalement, vous avez le mode d'action qui cible le système nerveux, c'est le cas des pyréthrinoïdes, c'est le cas de Partix. Vous avez le mode d'action qui cible l'inhibition de la croissance de l'insecte, diflubenzuron et un certain nombre de molécules comme ça qui sont très faiblement utilisées parce que ça ne touche pas les adultes, puisqu'en fait, les adultes ne grandissent plus, donc on n'empêche pas la mue chez l'adulte, puisqu'il ne mue plus. Et troisième chose, c'est la démarche physique, avec, par exemple, un dioxyde de silice, une terre de diatomée, par exemple, qui coupe l'insecte, qui crée une abrasion chez l'insecte et qui le tue par déshydratation et infection. Voilà. Au sein même des insecticides, ensuite, vous avez plusieurs modes d'action, vous avez plusieurs cibles dans le système nerveux. Je ne rentrerai pas dans ce détail. Mais bon, globalement, tous les outils sont nécessaires pour justement pouvoir anticiper d'éventuels développements de résistance. C'est encore faible dans la lutte contre les insectes, mais avec tous ces outils, normalement, on doit être capable d'anticiper un potentiel développement de résistance, quoi. Alors, l'application des produits chimiques est fortement déconseillée sur le tissu, oui. Néanmoins, il y a une AMM matelas. Donc, l'AMM matelas, elle permet aussi, par exemple... Tout ce qui est tissu lavable, effectivement, tout ce qui est tissu lavable en contact avec... Oui, ce que vous pouvez laver, il faut direct, évidemment, on ne va pas les traiter avec des produits chimiques, c'est clair. Néanmoins, ce qu'il faut viser également, c'est l'absence de contact entre le produit et le client. Voilà. Donc après, si on traite le matelas et que les gens conservent le matelas, c'est minimum où c'est étanche, quoi. Voilà. On bricole pas avec ça. On laisse pas des gens 2 jours après dormir sur un endroit où on a pulvérisé un matelas. Non, c'est clair. Et je pense qu'effectivement, côté Bayer, vous êtes très insistant sur ce sujet-là, parce que c'est pas parce qu'on a une même matelas qu'on peut se permettre tout avec le matelas, quoi. On a vu pas mal de questions aussi sur la partie application. Nous, on va certainement revenir avec Renaud avec des compléments. Enfin, on va voir sous quelle forme, mais on va préconiser quand même du matériel d'application ou au moins des bus potentiellement pour faciliter un peu l'utilisation de ce produit au mieux. Donc, on va arriver avec des documents certainement soit sur le bidon à flasher. Enfin, on va voir sous quelle forme. Alors, certaines entreprises vendent des traitements sur des vêtements. Alors, si c'est des traitements chimiques, dites-leur qu'ils aient une bonne responsabilité civile professionnelle, parce que derrière les barreaux, ça peut prendre longtemps, ça peut prendre 2-3 ans en correctionnel. Non, c'est des choses qu'il faut vraiment faut lutter contre ce genre de pratique, parce que derrière, c'est les produits qui sont mis en cause. Les produits qui sont mis en cause derrière, voilà, ça peut générer des retraits, etc. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec les produits, c'est clair. Ces entreprises qui font ça, surtout, c'est des exemples à pas suivre, c'est clair. Donc, le produit est visiblement disponible chez Armosa. Non, alors, je ne sais pas du coup, je vais peut-être en dire un peu plus sur la distribution, du coup. Non, écoute, juste dire que c'est un produit qui vient d'être disponible, donc voilà, chez certains distributeurs comme Armosa qui est présent ce soir, mais vous allez pouvoir le retrouver effectivement chez les distributeurs habituels, bien entendu. Un produit qui vient d'être disponible. Il vient d'être produit. C'est un produit qui existe déjà en Belgique et en Angleterre. Donc pour ceux qui
qui connaissent des collègues, etc., anglais ou belges, n'hésitez Ouais. pas à leur demander parce que c'est un produit qui a rencontré vraiment un succès commercial dans les autres pays. Et donc voilà, il n'y a que des bons retours dessus. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des échos. C'est vrai que c'est un produit, aujourd'hui, on a fait un gros focus punaise de lit parce que c'est quelque chose qui est très montant, mais c'est un produit aussi qui est homologué sur araignée, enfin voilà, sur d'autres insectes rampants. On a pu le voir, voilà, c'est un produit qui a d'autres usages, hein, pour être clair. C'est un produit assez polyvalent qui j'ai envie de dire, il faut avoir dans la boîte à outils. Juste redire, on ne l'a pas dit, mais effectivement, si vous avez moins de questions sur les produits, sur les utilisations des produits, parce qu'il y a toujours des questions, Bien sûr. voilà, on est là pour vous apporter la réponse. Et quand je dis on est là, c'est pas forcément Bachir ou moi, on a également un numéro vert pour l'utilisation des produits. Voilà, il y en a toute une équipe d'experts qui répondent toute la journée. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez la moindre question. Et puis comme disait Bachir, on a des documents sur notre site internet. Sur notre site Bayer Environmental science.fr où vous tapez Cowtrine Partics sur Internet, vous retrouverez toutes les informations via Google pour télécharger les brochures et à terme, comme disait Bachir, des recommandations d'utilisation. À toutes. Allez, bonne soirée à tous, Bonne merci, soirée à tout le ciao, monde. à très Bonne soirée. bientôt. Ciao.